J'ai des petites surfaces comme ça de contrôle générique avec des gros boutons ronds et des lumières et des machins qui ne font rien et qu'il faut programmer pour qu'elles fassent des choses. Donc la dernière chose que j'ai faite, c'est programmer ce truc-là pour que ce gros bouton-là sur Logic Pro, qui est le logiciel de musique sur lequel je travaille la composition, me fasse faire un scrolling dans ce sens-là, que quand j'appuie dessus, ça mute la piste. Et puis l'autre ici, là, ça manipule une interface audio que j'ai qui s'appelle Metricalo, je bosse avec des interfaces qui s'appellent Metricalo, et qui s'occupe aussi du volume général, et que quand j'appuie ici, je passe de stéréo simple à LCR, donc gauche, droite, centre et caisson. Donc c'est pour switcher entre un son plus simple et un son un peu plus complet. J'ai rien compris. Oui, mais vous me posez des questions, je vous réponds. Les gens, en commentaire, si vous avez compris, n'hésitez pas. Bon, il y en a qui ont... Soutenez-moi. Ceux qui ont compris, soutenez-moi et dites que je suis pas un taré. Merci. Des interviews d'Alexandre Astier, il y en a pas mal. Alors moi, je voulais que celle-ci soit un peu différente. J'ai donc décidé de parler avec lui de cinéma, en discutant de la façon dont il fabrique ses films, quitte à être parfois pointu. C'est technique, hein, mais bon... Allons-y. Allons-y. Donc du coup, après, je vais chercher ma waveform de truc et je me dis, à mon avis, là, c'est bien. Ça devait être une bécane, celle de Star Wars à l'époque. Pour mon premier film, on aurait pu m'épargner un peu ça. Delon, fallait pas qu'il se tire, parce qu'il a découvert que j'étais monteur. Il s'est tiré pour ça. Vous envisagez de lancer une autre série? Oui, elle s'appelle Baska. Bonjour, Alexandre Bonjour. Astier. On va discuter ensemble parce que sort au cinéma Kaamelott, la partie 1 du deuxième volet, parce qu'il y aura la partie 2, si tout se passe bien, en 2026. En novembre 2026. On va parler ensemble de cinéma, essentiellement. C'est dur hein, quand on discute avec vous, parce qu'il y a tellement de trucs. Est-ce qu'il faut parler des planètes? Est-ce qu'il faut parler de science? Bon, on va se concentrer sur le cinéma. Cinéma, ok. Bon, c'est déjà pas mal. Banco, oui, c'est c'est pas mal, et puis c'est vaste. Non. Et on va dialoguer. Alors justement, le dialogue, c'est quelque chose que vous maîtrisez, hein? Je sais pas, c'est vous qui le dites. Alors, il n'y a même pas de question. Vous maîtrisez les dialogues. Quand vous filmez un dialogue, c'est quoi les questions que vous posez? La première question qu'on peut se poser quand on filme des dialogues, c'est est-ce qu'ils peuvent se couper la parole, les gens qui parlent? Donc est-ce qu'ils sont sur le même plan ou est-ce qu'ils sont sur des plans différents? 99% du temps, je demande aux gens de ne pas se chevaucher pour pouvoir, moi, après au montage, les faire se couper la parole et puis rythmer comme je veux. Si jamais ils se chevauchent en vrai, eh ben, on est condamné en fait à prendre les deux répliques d'un coup parce qu'on ne peut pas les couper au milieu. Donc je fais très attention à ça. Le premier truc, c'est ça, c'est le son. Ouais. Il faut que le son soit... Voilà. Et puis sinon, quand la bonne couleur sur la réplique a été trouvée, qu'on lui a donné le bon truc, après il y a la vitesse. Alors c'est un truc que j'aime pas dire en plateau, parce que c'est vrai que c'est pas très élégant, mais en même temps, des fois, il faut que je le dise, la même chose plus vite. Ah ouais. Mais c'est pas la même chose plus vite, c'est la même chose avec tout ce qu'on a mis dedans. Faut pas qu'il manque des trucs. Tout ce qu'on a mis dedans, mais un petit peu plus vite. Dans Kaamelott, souvent, en fait, vos dialogues, c'est du chant contre chant. J'imagine que c'est aussi pour rythmer la scène, justement. Alors, c'est pas forcément un chant contre chant, il peut y avoir beaucoup de chants. Oui. Il suffit qu'il soit plus de 2, 3, 4, et il y a beaucoup de choses. Le truc, c'est que dans Kaamelott, ils ne parlent pas à un rythme humain, en fait, les gens. Ils ne se répondent pas non plus à un rythme humain. Pas tout à fait. Ils réfléchissent plus vite qu'un humain. Ils répondent plus vite. Ils ont compris ce qu'on leur dit avant que la phrase soit réellement finie, plus vite que nous. Et ça, en fait, c'est tricher. C'est le montage qui fait ce rythme-là. Si jamais je fais une scène plan-séquence, ça m'est arrivé, pas souvent, mais ça m'est arrivé, par exemple avec Anne Giroir, dans le premier volet, par exemple, on a un plan-séquence face cam avec un coucher de soleil derrière. C'est un truc qu'on répète plus. C'est avec Anne Giroir qui a l'habitude un peu de ce ton-là et de cette tonalité, et on fonce. C'est-à-dire qu'on s'oblige à ne jamais s'endormir et à garder une tonalité, entre guillemets, définitive sur le set. Mais d'une manière générale, le travail de Kaamelott, c'est le travail de quand j'ai tout au montage et que je recrée le rythme, en fait. Ouais. Si jamais je fais un bout à bout de ce qui a été fait sur le plateau, en fait, les choses ont l'air mortes, elles ont l'air éteintes. Parce qu'en fait, les répliques, elles sont faites pour sonner elles-mêmes toutes seules. Ce qui donne vie au truc, ouais, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. Pas que la vitesse, aussi la durée d'un blanc, qui peut-être n'existait pas quand on l'a fait, mais qui constitue presque une réplique muette. C'est comme s'il y avait une réflexion prononcée, sauf que le spectateur se l'invente. Mais la durée du blanc, c'est pareil. Et en fait, je me débrouille pour tourner ça de manière à ce que je puisse le ciseler après comme je veux et à la vitesse que je veux. Ce qui d'ailleurs, des fois, faire des trucs un peu surdécoupés. Si jamais je ne peux pas rester sur un ou sur l'écoute de l'autre. Mais j'avoue que sur le banc de montage, je me dis, écoutez les gars, ce sera peut-être pas très confortable à l'image.
Mais au moins le son est juste. Je préfère privilégier le son vous montez que la son. coupe. Ah oui, mais même je monte les yeux fermés des fois. Ouais. Pendant un bon moment, je regarde pas le truc et je sais que j'ai la papate prête à appuyer sur machin quand je me dis hop, là c'est la syllabe d'après, elle est là. Donc du coup j'ai ma playhead qui est là et donc du coup après je vais chercher ma waveform de truc et je me dis à mon avis là c'est bien, tac je réécoute, si c'est pas mal, après je commence à voir à quel point je suis dans la merde au niveau de l'image. Ça c'est le rythme en fait quoi. C'est le rythme qui dicte l'image quelque part. Oui, complètement. Ouais. J'ai vu d'ailleurs, alors, les fans le savent, le premier épisode de Kaamelott s'appelle Heat. Heat, c'est un film de Michael Mann et je crois que vous avez dit, alors je l'ai vu avec Frédéric Tadei, vous disiez qu'en fait ce que vous aimiez dans Heat notamment, c'était le rythme lent. Ça c'est un truc aujourd'hui, il y a peu de gens qui aiment le rythme lent. Et Kaamelott c'est pas lent. Qu'est-ce que vous vouliez dire par cette appétence pour le rythme lent de Heat ? Je crois pas que je considère le rythme comme étant quelque chose de forcément rapide. Dans Kaamelott, c'est des gens qui s'engueulent, qui ont de l'humeur et puis qui ont ce privilège de la comédie qui font que les gens comprennent souvent les choses un peu plus vite et s'énervent des choses beaucoup plus vite que dans la réalité. Mais pour autant, il y a des choses lentes dans Kaamelott. Il y a même des choses très lentes dans Kaamelott. Il y a des réflexions, il y a des choses un peu plus contemplatives même, des fois. Ce qui compte, c'est que ça reste musical. Je trouve que Heat, c'est effectivement souvent lent, mais c'est surtout musical. C'est juste musicalement. Et c'est peut-être même plus dur à faire. Ouais. Je trouve que le montage de Heat est très impressionnant. Oui. Vous avez vu qu'il allait y avoir un Heat 2 là Michael Mann, Heat 2 avec peut-être DiCaprio. C'est étonnant. Il n'y a pas de raison que ce soit pas bien. Bah non, pourquoi mais pour revenir au rythme, effectivement, il y a une grosse différence entre, disons, allez, pour caricaturer Heat, le premier épisode de Kaamelott, et la partie 2 de Kaamelott, c'est évidemment la durée. Et le rythme doit s'adapter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à mon avis, mitrailler comme ça pendant 3 minutes, ça va, pendant 2 heures et quelques. Et là, c'est flagrant, je trouve, dans le film, c'est qu'il y a des moments, justement, où on voit les décors. Il y a aussi du silence, j'ai l'impression, pour qu'on voit le décorum, tout ça. Est-ce que vous avez appréhendé l'objet Kaamelott de 3 minutes et l'objet Kaamelott de 2h20 ? Est-ce que vous l'appréhendez de manière différente ou pas ? La difficulté, c'est le cours. C'était ça qui était difficile, raconter une histoire découpée en 100 morceaux, avec l'impression de saucissonner un propos. Ça m'a pas toujours été très agréable, et c'était peut-être ça qui était le plus dur et le moins naturel. Parce qu'en revanche, en 3 minutes, si vous commencez à étendre les trucs, en fait, vous arrivez au bout, vous n'arrivez même pas à boucler, en fait. Donc, au cinéma, Kaamelott, au contraire, je réfléchis moins, parce que ça peut tout supporter. C'est naturel, en fait, à l'écriture, au montage. On vient de sortir d'un truc où, par exemple, il y a une longue scène dans le deuxième volet, dans cette partie-là, à la table ronde, où tout le monde se crie dessus, où tout le monde s'en jette de partout, parce qu'en plus, il y en a qui sont perchés dans des galeries comme ça, d'autres qui sont à la table. Ça gueule, ça gueule, ça gueule, ça finit même par se bagarrer. Naturellement, à l'écriture, on se dit, bah là, maintenant, je voudrais respirer. Je voudrais faire respirer le public, je voudrais être, je sais pas moi, dans un champ de blé avec un truc, évidemment parce que ça correspond à l'histoire et que voilà. Mais c'est plus facile parce que le cinéma supporte beaucoup plus de choses différentes et on peut prendre son temps. Donc ça devient plus naturel. C'est l'exercice d'avant qui était un petit peu plus contre nature. Ouais. Qui était une contrainte parce que c'était la télé, parce que c'était la grille comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Donc, vous avez moins de pouvoir, j'ai envie de dire. Vous étiez embauché. Dès que j'ai pu, j'ai doublé le temps, c'est-à-dire que j'ai transformé les 2 fois 3,5 en 7. Et puis après, j'ai demandé à ce que ce soit des dramas 1 hour. Et puis voilà, mais parce que oui, j'ai voulu me sortir de ce. Ça m'a été agréable pendant un moment quand il fallait faire des tranches de vie, qu'il fallait exposer des choses un peu courtes comme ça. Mais au bout d'un moment, moi, je préfère raconter des fresques que des petits bouts. Je n'ai pas d'affection particulière pour le format court. Je suis reconnaissant d'avoir pu faire connaître Kaamelott par ce biais-là. Je ne suis pas persuadé que ce soit le biais qui lui va le plus. Aujourd'hui, là, vous parlez du cinéma, mais il y a quand même les images, elles sont pas mal consommées sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Sur un téléphone portable, il y a TikTok, etc. Est-ce qu'à l'ère, je prends TikTok, mais c'est valable de tous les réseaux, est-ce qu'à l'ère TikTok, on fait du cinéma de la même façon qu'avant ? C'est difficile à dire parce que
effectivement, on a probablement affaire à une population, d'ailleurs tout âge confondu, parce que TikTok, il y a tout le monde, hein, qui s'habitue à dire, à zapper, si la chose qu'il regarde ne l'a pas happé en 4 secondes. Si en 4 secondes, c'est pas intéressant, c'est déjà plus là. Moi, je ne peux pas travailler comme ça. Et puis, personne ne peut travailler comme ça. À part ceux qui font spécialement des formats pour ce genre de truc. Moi, je crois qu'au contraire, puisque ça existe, c'est de plus en plus possible aujourd'hui de dire, moi, je vous propose un format où vous devez vous installer et rester plus de 2 heures avec moi. Par contre, il faut avoir un peu confiance en soi en disant, j'espère que je le mérite. Mais bon, après tout, vous pouvez sortir de la salle avant. À la limite, je ne les ai pas attachés au radiateur, les gars. Donc voilà. C'est d'autant plus agréable dans un monde comme ça de dire, les gars, non, celui-là, il faut se mettre devant un peu. Ouais. Que ce soit après chez vous, quand vous le regarderez autrement, en VOD, en machin. Mais non, installez-vous. Et moi, je trouve que chez les jeunes gens, je veux dire, j'ai un gamin de 12 ans. Il a dit, putain, j'ai vu l'autre jour un film de Wes Anderson, c'est trop bien. Bah, il est sur TikTok aussi, lui. Hein. C'est lequel? C'est James, c'est celui qui joue Trevor. Mais quel film de Wes Anderson? Ah, j'ai vu celui qu'il a vu. D'accord. Je me souviens plus. Mais en tout cas, il a enfin, je veux dire, ils ont la place pour toutes sortes de choses, en fait. Je pense que même les gens qui consomment que des trucs de 10 secondes, en fait, ils en saturent eux-mêmes. À un moment, la profusion d'idées... Je veux dire, on se met un quart d'heure devant, on a 600 milliards de trucs différents qui passent au bout d'un moment, ça peut saouler en fait, ça peut gaver, ça peut même filer la nausée. Après, moi je connais des gens, effectivement, 10, 11, 12 ans. Souvent, en fait, ils regardent un film, ils regardent un autre écran aussi en parallèle. Il y a une sorte de multitasking. Ah, ça c'est possible. Ils peuvent être multitâches, les gars. Ouais. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais en tout cas, c'est une façon de consommer ce qui est dans un écran un peu différente. Ouais. Par exemple, je sais que, effectivement, vous avez 7 enfants, ils ont entre 5 et 25 ans. Ouais. Je crois que le petit s'appelle Isaac, 5 ans, 25 ans, c'est Jeanne. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'ils vont regarder et vivre le cinéma de la même façon? Alors, le cinéma dans la salle, il y a quand même une vertu, c'est que ça réunit tout le monde. Pour la même chose. On est obligé de le regarder de la même façon. À moins qu'il y ait des mecs qui regardent leur téléphone dans le cinéma, je ne sais pas. Ils sont minoritaires encore. Peut-être. Aujourd'hui. Mais là, bon, il faut quand même se mettre tous au même diapason quand on est dans la salle. Après, moi, ça ne me dérange pas que les choses changent. Je ne pense pas qu'on avancera de toute façon avec tous ces changements. Je ne pense pas qu'on avancera en étant soit réactionnaire, soit conservateur sur quoi que ce soit en annonçant qu'il n'y a qu'une seule façon de regarder les trucs, dans les machins. Foutre la paix aux gens, en fait. Faut essayer de proposer des belles choses. Si ça plaît, mais ils se démerderont, ils le regarderont comme ils veulent. C'est comme le son, je vous disais, c'est vrai que c'est rageant. Quand on se tape un mixage et qu'on essaye que ça sonne, que ça vibre, que ça passe par là, qu'on met l'orchestre ici, que je pense à François-Joseph Horst qui a mixé ce film, où on dit qu'on va mettre les harpes là-bas, les chœurs ici et tout, et on a envie que les gens ils aillent dans une salle Dolby Atmos parce qu'on en prend plein la poire, vraiment, et c'est beau, quoi. Et c'est vrai que si je pense aux gens qui vont être dans le métro, et quoi qu'encore dans le métro, ils ont des casques. Les casques, c'est pas mal. Les casques, ça isole. C'est bien moins pire que le reste. Non, puis il y a des basses. Mais alors, par contre, dans le plumard, avec le téléphone comme ça, avec toutes les fréquences en dessous de 300 Hz qui ont disparu, t'as envie de dire « Oh, mets un casque, s'il te plaît, au moins mets un casque !» Mais ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. J'espère qu'ils arriveront à l'aimer quand même, c'est tout. Après, il y a une esthétique maintenant, je trouve, sur les réseaux, notamment une esthétique de montage. Sur YouTube, par exemple, il y a pas mal de jump cuts. Oui. Alors, ça rappelle finalement la nouvelle vague qui avait déjà aussi des jump cuts. Oui, c'est vrai. Quelque part. Mais là, la discussion qu'on a, par exemple, moi j'ai 2 solutions. Après, je vais être au montage et je vais me dire, bon, est-ce que je coupe les silences d'Alexandre Astier ou est-ce que je les laisse vivre? Est-ce qu'on jump cut? Et ça, et sur YouTube, un peu aujourd'hui, la norme, c'est dès qu'il y a un silence, tac, on avance. Ça, c'est un truc, vous qui êtes monteur, évidemment, parce que vous montez vos films, en plus de faire la musique, le tournage, vous faites tout. En tant que monteur, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense que... Alors, il y a effectivement des youtubeurs qui coupent systématiquement chaque blanc. Et je pense qu'en fait, on a en réserve un certain nombre de jump cuts digestes. Mais à un moment, il y en a un, on le loupe. On a rempli trop, la mémoire tampon est pleine, et après ça devient juste débile. À un moment, ça devient juste, mais attends, mais 2 secondes, tu vois, parce que personne ne pense comme ça, donc forcément personne ne parle comme ça.
Mais par contre, le jump cut à répétition, je trouve que c'est chouette, moi. Je trouve que des fois, ça nous met quand même en scène une personne survoltée qui a beaucoup d'idées, plus que nous, en tout cas dans un laps de temps plus court. Et moi, je trouve ça agréable souvent. C'est juste qu'à un moment, je trouve que les meilleurs youtubeurs, ils font une grosse série de jump cuts, puis d'un coup, ils se filment avec une tête qui a rien. Il n'y a pas un geste du visage, il n'y a pas un son, il n'y a pas un machin. Et d'un coup, tout le monde reprend ses esprits, la mémoire tampon se vide, et on peut repartir sur l'autre série. Donc je pense que c'est exactement la même chose, c'est de la musique. Là, c'est une musique un peu rapide et un peu saccadée, mais ça en est une. C'est du rythme. Bah oui. D'ailleurs, vous regardez YouTube? Vous regardez quoi sur YouTube? Je regarde des gens comme mon ami Patrick Beau, Axolot, je regarde des tas de gens qui ont des tas de choses à me dire. Souvent un peu... souvent des gens qui expliquent des trucs. Ouais. Des astrophysiciens, des nouvelles du ciel un peu, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles du ciel tout le temps, beaucoup de nouvelles de l'espace, on trouve des trucs, on trouve des... sur les animaux aussi, pas mal, je regarde pas mal de trucs sur les animaux. Comme quoi, par exemple? Je regarde beaucoup de choses sur les araignées, j'aime beaucoup les araignées, je regarde des choses sur, pareil, les découvertes, des trucs des trucs un peu curieux, quoi, des curiosités, j'aime bien ça. Je regarde pas trop de talk, c'est vrai, c'est un peu moins mon truc, les plateaux, voilà. Mais puis j'en regarde pas beaucoup d'affilée. Non, vraiment, je lâche un peu un truc. J'ai regardé des trucs que mes enfants m'ont montrés qui m'ont vraiment vachement plu. Des vidéos de ce type qui s'appelle Ego, qui a fait des vidéos sur le fameux jeu de la vie, là, les pixels qui, si jamais ils sont entourés de 3 pixels, ils en renaissent un, si jamais il en manque un, ils meurent, et du coup ça fait des mouvements. On part sur le dos de 7 petites créatures qui se proposent d'être notre guide dans une simulation mathématique aux règles très simples, sur une grille en 2D théoriquement infinie, dans un univers dont la simplicité des règles ne laisserait pas une seule seconde le néophyte que vous êtes probablement. Imaginez ce qui s'y déroule. C'est magnifique ces vidéos qu'il a faites. J'ai regardé Feld Up, je les ai tous vus, je pense. C'est avec mes vous mômes. connaissez bien quand même. Ouais. Bah, j'ai des enfants, je me ringardise un poil moins vite que ceux qui n'en ont pas. Ça va finir pareil, mais... Il y a un truc marrant que j'ai vu en préparant cette discussion, je savais que j'allais vous voir, j'ai bossé un peu, quoi. J'ai vu que en fait, Kaamelott, ça a été validé le jour de vos 30 ans. Oui. Et en fait, 30 ans, c'est pas genre à 25 ans. Qu'est-ce que vous faisiez avant J'étais musicien surtout. Et oui, j'avais un groupe. Ma vie, c'était beaucoup la musique. Et j'avais quand même joué dans pas mal de pièces et j'en avais écrit aussi. J'avais écrit des pièces de théâtre, café-théâtre, puis après voilà, ça commençait à monter un peu comme ça. C'était mon deuxième court-métrage, Dies Irae, qui a donné naissance à Kaamelott. Et c'est vrai que la validation de Kaamelott, le jour où on m'a appelé pour me dire M6 a choisi parce qu'on était beaucoup à se faire la guerre, paraît-il, à ce moment-là, pour reprendre cette fameuse case. Et on m'a dit, M6 parie sur nous, donc on démarre. C'était exactement le jour de mes 30 ans, donc le 16 juin 2004. J'ouvre une parenthèse parce que vous avez parlé de Dies Irae, on en parle souvent, effectivement, c'est une sorte de pilote de Kaamelott. Mais il y avait un court-métrage, là, Un soupçon fondé sur quelque chose de gras, qui est votre premier court-métrage. Moi, je suis curieux, je me suis dit, je suis allé voir Google, j'ai appelé ChatGPT, alors... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Personne ne sait. Il est introuvable. Exactement. Alors peut-être que je me suis mal débrouillé. Non, mais en plus il a gagné un prix ou deux, donc il n'a pas été. C'est pas un truc secret. Au contraire, c'est un court métrage en péloche. C'est dans le monde de la mafia. Sauf que le synopsis existe. Sur des forums, il y a le synopsis. Je crois que c'est une histoire de mafia et de charcuterie. Oui, c'est-à-dire qu'en fait l'objet de leur trafic, c'est la charcuterie. Ça finit par un mec dans une caisse qui doit trimballer un petit cochon. C'était très con. C'était absolument très con. Et il était un peu long, il était un peu maladroit, c'est un court-métrage, voilà, mais il était fait sérieusement, il était fait en Super 16, il était fait... Pellicule, donc. Ouais, il devait faire ça, c'est 25 minutes, voilà, bon, c'était un objet, je pense que les gens n'ont pas su quoi faire de ça. Vous jouiez dedans, évidemment. Je jouais dedans. Dies Irae était, à mon avis, beaucoup plus digeste, beaucoup plus facilement compréhensible tel quel. Mais oui, mon premier c'était ça, il y avait de la musique et tout ça. Mais un jour je le remonterai celui-là, parce que j'ai pas pu le monter. Ah
Non, parce qu'à l'époque, monter de la pellicule, c'était très difficile. Donc en fait, c'était une collaboration avec France 3. On montait sur des grosses bécanes. C'était déjà du offline, mais c'était le début. Donc ça devait être une bécane dont tout le monde se vantait que c'était celle de Star Wars à l'époque, qui s'appelait Light. Je me souviens plus. C'était des gros bancs de montage très compliqués. Et je ne pouvais pas mettre les mains dedans, évidemment. J'étais derrière une dame qui montait les téléfilms France 3, que je remercie. Tout ça, pas de problème. Mais moi, je n'osais pas dire qu'il fallait plus que ci, plus bi. Donc ça a été monté à un rythme qui n'était pas le mien. On en revient toujours au rythme. Ah bah oui, non mais ça, vous pouvez... De toute façon, si c'est pas le bon rythme, si c'est pas le bon montage, il n'y a plus de film, il n'y a plus rien du tout. Et vous vous souvenez quand même, à cette époque de ce premier cours, dans quel état d'esprit vous étiez? Qu'est-ce que vous vouliez faire? J'imagine, c'était quoi votre esprit du moment, quoi? Ça remonte un peu, mais quand même, vous en souvenez? Bah, j'ai toujours voulu signer les choses que je faisais. Hein. Il y avait déjà dans ce court-métrage, il y avait déjà Jacques Chambon, par exemple, il y avait déjà mon père. Voilà, c'était dans... Il y a toujours un côté, débrouille dans tous les courts-métrages, parce qu'on bon, n'a jamais assez de sous, même quand on a des millions d'euros, de toute façon il en manque toujours. Mais quand vous avez 300 balles, il en manque aussi. Donc on s'est tous démerdés, tout le monde est là, machin. Mais bon, avec quand même un sérieux déjà imposé premièrement par le tournage pellicule. Le tournage pellicule, à partir du moment où chaque mètre de pellicule dépensé est une fortune. Où moi, j'avais peu de rouleaux, il fallait que ça tienne, et ça impose quand même sur un plateau une certaine discipline. Donc, c'est là où il fallait trouver, il fallait trouver sa position de chef. C'est pas le bon mot, mais en tout cas, si, il fallait leader tout ça, il fallait orchestrer tout ça. Mais choses que j'avais déjà faites au théâtre, choses que j'avais déjà faites parce que j'avais des groupes. J'ai commencé très tôt à jouer, à 13-14 ans déjà. J'avais des gens à... Voilà, j'étais un peu le lead de mes projets. C'est ça, ma plus grande habitude, en fait, c'est plutôt ça, c'est de prendre la... Quand je vais chez les autres, je fous rien. Si je vais jouer chez les autres, ah ouais. C'est même... c'est très agréable. Je viens de jouer dans LOL 2. Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous jouiez dans le LOL 1. Voilà, et je joue dans LOL 2, et c'est vrai que je vais là-bas, et tout ça ne me regarde pas. Où est-ce qu'on fout la cam, où est-ce qu'on la fout pas? Mais du coup, ça doit faire bizarre, finalement. Bah oui, mais c'est rare chez moi, le fait d'avoir une position d'acteur dite simple. C'est pas simple d'être acteur, il faut quand même bien le faire, hein, mais c'est vrai que de ne pas avoir 6 choses à penser en même temps, mais une, ça m'arrive pas souvent, donc j'essaye d'en profiter. Ouais. Et du coup, LOL 2, comment vous l'avez vécu, sachant que vous aviez, j'allais dire, juste le rôle, alors que c'est quand même un sacré boulot. Oui, mais c'était... Non, en fait, moi, je me pose pas la question. Lisa m'a dit, est-ce que tu veux jouer dans LOL 2? J'ai même rien lu, d'ailleurs. Lisa Azuelos, la réalisatrice. Lisa Azuelos, bien sûr. J'ai rien lu, je me dis, bien sûr, quand on est dans une saga, faut y retourner, quoi. Ouais. Alors après, il se trouve que ça m'a plu. Quelques années après, quand même. Oui. Ça aurait pu me déplaire, mais je trouve que c'est important d'y être, quoi. Dans quelle mesure le fait que vous soyez acteur fait que vous êtes un réalisateur différent? Vous n'êtes pas le seul acteur à être réalisateur. Mais si vous n'étiez pas acteur, peut-être que vous réaliserez différemment. Dans quelle mesure ça joue? Je crois que c'est vraiment très prépondérant chez moi. C'est-à-dire que je ne me mets jamais en colère sur un plateau. Je ne gueule jamais, je déteste ça. Déjà, je n'ai pas l'occasion de le faire, je n'ai pas de raison de le faire. Mais, de temps en temps, il y a des choses qui me heurtent. C'est justement quand le comédien n'est pas au centre de ce qu'on fait. Parce que c'est très difficile. Imaginez je ne sais pas, par exemple, dans le deuxième volet, j'ai fait venir des jeunes gens, des très jeunes gens, des gens très inexpérimentés dans le cinéma, des gens qui même des fois se sont filmés chez eux dans leur cuisine et que j'ai trouvé super et que j'ai fait venir. Mais pour autant, ils n'avaient pas fait de cinéma. Il y a des gens qui me plaisaient beaucoup, ne serait-ce que sur Internet, sur des trucs qui sont venus, je ne sais même pas d'où ils viennent d'ailleurs, puisque je n'ai pas à le savoir. Mais c'est vrai que quand ils arrivent, pour peu que ce soit un jour très chargé, avec 90 ouvriers, décorateurs, menuisiers, charpentiers qui montent un truc, pendant qu'il y a 16 autres acteurs ce jour-là, 60 figurants, et qu'on est tous là, et qu'évidemment le temps coûte très cher, et qu'il faut se grouiller, et qu'il faut machin. Il faut un aplomb en acier pour ne pas être intimidé par tout ça quand on n'a pas l'habitude de le faire. Déjà, même quand on a l'habitude de le faire,
C'est jamais simple d'arriver au milieu d'un tournage, mais alors quand on l'a jamais fait, c'est terrorisant. On prie le ciel de ne pas faire capoter tout le projet. Or, le problème, c'est qu'il faut quand même que ces gens-là se disent que tout ça est fait pour eux, que c'est à eux de prendre le temps. Et que tout ça, en fait, si eux, ils ne s'amusent pas, bah, en fait, tout ça ne sert à rien. Donc, finalement, le but, c'est d'être déstressé? C'est d'imposer son rythme à soi. Malgré l'heure qui tourne, malgré les trucs qui vont pas, malgré la météo qui nous pète dans les doigts, malgré le fait qu'on ait loupé 5 plans avant et que du coup... Peu importe, ça c'est le business des gens qui sont ici et c'est leur boulot. Mais à un moment, il y a l'acteur qui rentre et il faut que tout soit... Donc chez moi, c'est vrai qu'il y a un truc auquel je tiens, c'est qu'on ne casse pas l'énergie d'un comédien. Un comédien, son énergie est toute fragile. Surtout quand on dit des conneries. Chez moi, ils disent beaucoup de conneries, des trucs qui servent à rien, des trucs qui sont... Voilà. Et en fait, comme ça n'a pas l'air important, il suffit qu'il y ait un mec qui passe avec un pied de projo et qui tape dans le mollet d'un pote à lui et que le mec se retourne et qu'il dise « Oh, tu peux faire gaffe, s'il te plaît ?» Mort. C'est mort. Il faut 1 heure sur un plateau pour se sortir d'une violence pareille. Parce que c'est une violence réelle d'un coup. Parce que d'un coup... la fiction, la connerie, elle s'évapore parce qu'il y a un mec qui a pris mal un truc. Et alors Dieu sait qu'avec la fatigue, les jours, machin, c'est normal d'avoir un petit mot comme ça. La seule chose que je demande moi sur mes plateaux, si vous voulez vous taper sur la gueule, tout ce que vous voulez, loin. Ouais. Je veux pas que les acteurs vous entendent. Je comprends les problèmes, on les réglera tous, mais surtout, ne cassez pas ça. Pas de tension, quoi. Jamais. Et chez moi, il n'y en a pas. Mais alors, ça m'intrigue. Comment vous dirigez vos acteurs? J'ai compris, effectivement, vous leur dites, bon, les dialogues, c'est moi qui les ai écrits, tu les dis comme ça, plus ou moins vite. Et j'ai vu, d'ailleurs, c'est intéressant, vous le dites que les dialogues, en fait, vous cherchez plusieurs tonalités. Vous dites que Guillaume Gallienne, il est capable de dire telle phrase de X façon différente et que ça fait un bon acteur, évidemment. Mais comment vous dirigez les acteurs? Bon, je ne les dirige pas, déjà. Je ne prends pas ce terme-là. Je collabore. C'est encore plus facile quand je joue avec eux. Ouais. Parce que je dis, qu'est-ce qu'on fait? C'est plus doux, c'est plus gentil. Quand je joue pas, je fais que proposer des rendez-vous musicaux avec le texte, en fait. On va jusque-là, à partir de ce moment-là, on peut essayer ça. Mais c'est toujours des... je sais pas, je crois que ma façon de leur parler, c'est plutôt... ça dépend à qui je parle, en plus de ça. Hein. Je pense que je fais en sorte que ce soit des relations normales, quoi. Mais... je demande toujours si ça lui plairait d'essayer ça. Est-ce que ça te dit avec telle couleur? Et si là, par exemple, il arrêtait de s'énerver ici, qu'il repartait sur un truc, ça te parle, ça te dit quelque chose? Et si je loupe pas mon coup, le comédien ou la comédienne va faire un truc genre ah ouais, pourquoi pas? Et là, je sais que j'ai gagné. Parce que si je déclenche chez quelqu'un l'envie de le faire, ou l'envie d'essayer, ou... un truc qui lui dit quelque chose, là c'est bon. Si jamais je commence à m'embarquer dans un truc où en face je me dis putain, qu'est-ce qu'il me veut? Ça m'arrive pas souvent, mais n'empêche que ça peut arriver, ou avoir mal choisi un mot sur le texte et qui fait qu'en fait c'est un mot que cette personne-là aime pas, ou je sais pas quoi, ou c'est tellement pas dans son langage que ça frotte et que voilà. Mais sinon en fait je demande rien, je dirige rien du tout, j'oriente. Voilà. Mais alors, la question qui se pose après, c'est évidemment, est-ce que vous orientez, pour reprendre votre terme, de la même façon un acteur comme, je sais pas, Christian Clavier, Alain Chabat, ou un petit jeune, est-ce que vous adaptez à l'acteur Jamais. Non seulement jamais, mais je pense que je tiens beaucoup à ça. C'est-à-dire qu'un petit gars, une petite actrice qui vient et qui n'a rien fait, et qui machin, et encore une fois qui est intimidée, le meilleur accueil que je peux lui faire, c'est faire honneur à sa présence ici et lui parler comme un acteur, c'est tout. Parce qu'un acteur, au bout d'un moment, connu, pas connu, expérimenté ou pas, le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu, c'est d'essayer de bien rendre une réplique, de bien rendre un truc, de jouer avec les autres, de se rencontrer. Je parle exactement pareil, mais même aux enfants. James, qui avait 5 ans pour KV1, à un moment, quand il arrive, tout ça, et je me souviens parce que mon assistant réalisation de l'époque, Stéphane Moreno, on a fait quelques trucs avec James qui arrive, tout ça. Non, c'est plus tard. James, quand tu arrives, tu mets d'abord les mains sur la table et après tu parles. C'est des trucs simples, hein, il y a 5 ans. Mais
Et je me souviens que Stéphane m'a dit « Putain, mais ça bosse chez les Astier ». J'ai dit « Mais non, mais c'est pas que ça bosse, c'est que c'est ça qui est intéressant. Il s'en fout du reste, lui. Ouais. Il faut que ce soit un moment de jeu. Alors un moment de jeu à sa portée, un moment de jeu cool, un moment de jeu... En plus, il reste très peu de temps sur le plateau à cet âge-là. Ils ont 1 heure ou 2 pour faire un truc. Et après, la loi, le cadre, hein, je crois d'ailleurs. Ah oui, bien absolument. Alors, chez moi, c'est un peu spécial parce que des fois, ils sont là de toute façon. Ouais, donc je suis obligé de leur dire, chérie, je suis désolé, t'es obligé d'arrêter de travailler. Je t'ai pris une doublure. Mais pourquoi je suis là, je fous rien, je suis dans la caravane, machin. Je suis désolé, chérie, j'ai pas envie de finir en prison. Il faut que tu ailles t'arranger. Mais bon, c'est vrai que ça arrive. Mais il faut que ce soit la même chose. Et Christian Clavier, quand on parle de couleur et de genre, est-ce qu'on pourrait le faire comme ça? Alors évidemment, je sais que c'est un acteur à qui je peux donner 20 fois plus de demandes et les retrouver à la fin. Je m'autorise plus de complexité. Mais n'empêche que c'est le même ton, et puis c'est le même professionnalisme, et c'est la même façon d'être studieux. On est tous studieux, les petits, les gros, les connus, les pas connus. Il y a un autre truc dont je voulais vous parler. Vous avez programmé un truc en Python qui s'appelle KV2 Robot, qui est donc en fait une sorte de logiciel que vous avez programmé vous pour écrire le scénario du second volet, enfin du deuxième volet de Kaamelott. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est technique, hein, mais bon... Allons-y. Allons-y. J'ai envie de comprendre. À quoi ça sert? Bon, c'est une application codée en Python. Python, c'est un langage assez simple, assez pour tout le monde, qui fait beaucoup de fonctions par rapport au texte que j'écris. Il y a beaucoup de fonctions d'organisation qui sont toutes bêtes. C'est-à-dire que moi, en fait, mes séquences, elles sont en format texte, et chaque scène est un texte, un fichier de texte d'ordinateur. Et je les jette dans un dossier. Okay. Et en fait, ce robot, pour commencer, il fouille mes dossiers. Il fouille mes dossiers, il comprend ce qu'il y a dedans, et il trie ce qu'il y a dedans. Et en fait, je lui parle en balises. C'est-à-dire qu'en fait, toutes mes scènes, elles sont pleines de balises. Elles sont pleines de choses qui ne veulent rien dire à personne. Mais quand je tape @3, par exemple, dans mon texte, n'importe où, je peux le jeter n'importe où, lui va dire « Ah, tiens, il y a une ligne qui commence par arrobase, ça veut dire que là, il vient de m'indiquer à quelle arche cette scène appartient. » Les arches narratifs. Les arches narratives, dans les voilà. Scénarios, donc là, c'est les jeunes aventuriers qui partent dans le pays des glaces. Bon, 3, c'est un peu leur truc à eux. Mais il a mis aussi @7, parce qu'à la fin, il parle d'un truc qui appartient à une autre arche. Alors, c'est fait que c'est une scène qui appartient en fait plutôt à 2 trucs. En gros, c'est une base de données. J'aurais pu d'ailleurs le faire en SQLite, mais là, en Python, ça fait plus de choses, parce que déjà, ça me compte les acteurs, ça me compte les minutes, par arche, par scène, par décor, ça trie les acteurs par leur nom, ça sort les textes en protégé avec mot de passe par personne, plus watermark au nom du mec. Ça fait tout un tas de trucs qui ne sont pas très intéressants, mais dont j'ai besoin, parce que si je le refais à la main à chaque fois, j'y passe 1 million d'années. Je préfère passer 1 million d'années à coder un truc en Python qu'il le fait. Mais voilà, entre la narration, l'organisation, parce que 5 heures de film avec des gens qui partent chacun dans leur sens, en termes de structure, c'est un enfer. Parce que 5 heures, parce qu'il y a 2 épisodes, effectivement, dans le c'est en 2 parties, mais le tout est en gros, approche les 5 heures. Non, ça ne va pas les faire, mais ça va faire au moins 4h30. C'est infernal. Le fait d'avoir une vue d'avion là-dessus, c'est infernal. Donc, ce programme Python, il fait appel à une bibliothèque qui s'appelle Matlib, qui est là, en fait, qui sert à faire de la représentation d'infos. La data visualization, en fait. Okay. Vous pouvez avoir des mecs, par exemple le camembert avec les trucs, bon, c'est la version la plus simple de la visuelle. Mais moi, surtout, je l'ai programmé pour qu'il me sorte un immense PDF où il y a toutes les arches, tous les événements qui arrivent dans ces arches, et tout ça calé pour que je vois qu'est-ce qui arrive après. Donc j'ai des rails comme ça, avec des trucs, et avec cette bibliothèque-là, ça devient, comment dire, instinctif. Mais concrètement, en fait, ça vous aide dans l'écriture? C'est-à-dire que du coup, vous savez... Oui, c'est capital, c'est pour ne pas me perdre, c'est pour être cohérent, c'est pour ne rien oublier, c'est pour me rendre compte que telle chose a été dite avant celle-ci, donc attention, les gens ne savent pas ça à ce moment-là, mais ils le savent ici, donc si jamais cette scène, elle est là, eh ben, il manque cet élément là-dedans. Tout ça, moi, je suis nul pour ça. Si j'ai pas un robot à côté de moi, j'ai pas de mémoire déjà, j'ai pas de... Donc voilà, c'est un compagnon d'écriture. Ce que vous dites, ça m'évoque un peu l'intelligence artificielle. C'est aujourd'hui, on parle beaucoup de ça. Les assistants personnels, quelque part, vous créez de l'intelligence artificielle. Alors,
peut-être j'essaierai pour le volet d'après, mais le créer une intelligence artificielle, c'est pas si inabordable que ça, hein, parce que vous avez des modèles d'intelligence artificielle entre guillemets vierges. Alors, il ne faut pas les prendre vierges parce que les nourrir. Hein. Oui, non, mais il y a aussi la version vierge qui parle carrément pas de langue. Donc là, il vaut mieux prendre une version qui a déjà, par exemple, le français. Oui. Pour qu'il y ait déjà un début de communication. Mais après, vous pouvez nourrir l'intelligence artificielle, par exemple, avec tous les textes que vous avez sortis. Ça veut dire que c'est une IA qui va emmagasiner du langage, qui va emmagasiner du vocabulaire, qui va emmagasiner plein d'infos, qui va passer par des analyses diverses. Et puis, peut-être qui peuvent vous aider de temps en temps à... Je sais pas, sur des scènes, par exemple, dis-moi, telle intelligence artificielle, vous lui donnez le début de l'arche, vous dites, sur la fin, je galère un peu, qu'est-ce que tu pourrais me proposer pour que le personnage... J'ai déjà fait ça. C'est un truc que vous pourriez faire? J'ai déjà fait ça avec un ChatGPT. Mais non, je ne le fais pas tout à fait comme ça. Déjà, je ne lui fais jamais dialoguer parce que, par contre, je suis... pour le moment, encore meilleur que lui. Ça ne va pas durer longtemps, mais pour le moment, c'est encore moi qui dialogue mieux. Mais surtout, je lui dis, voilà, si lui et lui, ils ont fait ça pendant que lui et lui, ils ont fomenté ça, et puis que lui, il prépare ça, mais qu'en fait, il ne l'a pas dit à lui, mais que l'autre arrive à ce moment-là, qu'il découvre ça, quelles sont les raisons qui pourraient faire qu'il y ait ça? Et je veux que tu sois exhaustif, et je veux que tu me sortes le plus de raisons possibles, y compris les débiles. Et ça, vous l'avez fait? Ouais, j'ai déjà fait. Et les résultats? Les résultats, c'est qu'en fait, il me sort 25 raisons pour qu'il se passe ça. Il y a plein de trucs bidons, plein de trucs évidents, plein de trucs que j'ai déjà. Il y a 3 trucs que j'ai pas. Dans les 3 trucs que j'ai pas, il y en a 2 qui ne sont pas plausibles. Il y en a un où je me dis « Ah, c'est marrant, celui-là, je l'ai loupé ». Et généralement, ma solution à moi, elle n'est pas dans les 25, mais elle est quand même trouvée grâce au fait qu'il m'en a rappelé 25 de possibles et que je me dis, parce que ça me gêne ce qu'il m'a dit, je trouve que c'est une mauvaise idée ça, puis ça aussi, puis ça aussi. Pourquoi? Parce que ça, et le fait de m'être dit pourquoi ça c'est une mauvaise idée, hop, je pars sur le mur d'en face et souvent je peux cracher un truc. Mais c'est plutôt une espèce de brainstorm comme ça, un peu pourri, qui s'autorise tout, qui fait que de temps en temps, ne serait-ce que par agacement de la proposition, ça peut faire éveiller quelque chose. Ça ne marche pas à chaque fois, mais c'est le genre de discipline pour lequel il est assez doué. Parce que vous n'ignorez pas, il y a quand même beaucoup de... Ça dépend des gens. Vous êtes assez technophile, vous aimez bien ça. Il y a plein de gens qui sont un peu craintifs par rapport à l'IA, l'intelligence artificielle. Tout ça. Comment vous percevez l'usage de l'intelligence artificielle dans le cinéma, dans le futur très proche? Bon, alors déjà, il y a tout un tas de tâches dans le cinéma qui ne sont pas très intéressantes pour les humains. Ils les font, mais c'est assez rébarbatif. Je pense, par exemple, ce qui me vient comme ça, la confoson, la conformation du son. C'est-à-dire, vous avez une scène, elle a son son, elle est mixée avec plein de pistes. Je crois que Kaamelott, dans la fin du Dolby, on devait être à 1600 pistes quand même successives, superposées. Alors, évidemment, il y a des pistes, il n'y a pas grand-chose dedans, un bruit, un son, machin, mais il y a des fois, ça monte à 1600. Ça se voit à l'image, hein, c'est du grand spectacle. Et du coup, si jamais cette scène-là, vous dites « Pardon les gars, mais je l'ai remontée. J'ai bougé les cuts, machin, etc. » Par exemple, je leur ai fait une version plus courte. J'avais une version à 2h34. Celle qui a les 2h18, ça correspond à 600 coupes. 600 points de différence dans tout le film. Et en fait, pour le son, sur les 1600 pistes, il faut vérifier que ce brassage comme ça, les trucs tombent au bon moment, finissent au bon moment, on le fade qui commence au bon truc, on pas le niveau qui baisse, récupérer le truc, l'automation, le machin, c'est un enfer. C'est un enfer à vérifier à la main. Alors qu'il y a déjà des automations. C'est pas tout à fait... L'IA commence à se mettre là-dedans. Mais si une IA, par exemple, s'occupait du gros du boulot, c'est-à-dire vérifier point par point le machin en se disant « ça c'est un bruit, donc il faut plutôt garder sa synchro, ça c'est une ambiance, donc il vaut mieux plutôt ne pas la couper, la laisser filer », et qu'il y a une intelligence comme ça qui sache faire et que l'humain arrive après pour écouter, pour décider des choses un peu plus intéressantes, c'est-à-dire comment est-ce qu'adapter ça, pour moi, c'est parfait. Et à mon avis, tous les ingé-sons diraient « Oui, je ne suis pas persuadé de me sentir super utile quand je me tape des trucs comme ça, alors que c'est rébarbatif et chiant, et qu'au bout d'un moment, il s'agit juste d'arriver à un résultat, quoi. » Alors ça, je pense que vous allez faire consensus là-dessus. Je pense que je fais consensus. On est d'accord que l'IA aide déjà à beaucoup de choses sans que les humains se disent « Putain, il pique mon boulot », ou en tout cas sans qu'ils se disent qu'il pique l'endroit où je suis précieux. Qui n'est pas pareil. Hein. Piquer le boulot des gens et piquer là où ils sont uniques, c'est un peu différent.
Après, il y a les choses qui sont... Le problème, c'est que c'est triché, l'IA. Mais le problème, c'est que le cinéma, c'est triché. Tout est triché au cinéma. C'est même le principe. C'est le principe même du truc. On fait croire que 24 photos par seconde sont un mouvement. C'est pas vrai. Quand on remplace la voix d'un acteur américain, c'est pas vraiment vrai. C'est pas vraiment lui qui parle en français. C'est une triche. Tout ça, c'est de la triche. Malheureusement, je ne pense pas qu'on pourra éviter, que ce soit tôt ou tard, le fait d'éviter, le fait d'accélérer la triche et de la rendre mieux et moins chère. Parce que ça a toujours été le moteur de tous les arts depuis la nuit des temps, et qu'on peut le désirer, ne pas le désirer, être d'accord ou pas être d'accord. Je ne pense pas qu'on puisse passer à travers, parce qu'au bout d'un moment, quand on dépense moins de sous pour faire telle tâche dans un film, eh ben ça veut dire qu'on a des sous pour faire autre chose qui coûte plus cher. Et l'équilibrage des sous dans un film, c'est tout le boulot incroyable qu'il y a, parce qu'on n'a jamais assez de sous pour faire un film. Hein, on est d'accord ? L'économie, je comprends, mais après, il y a la philosophie. Est-ce qu'on peut imaginer que des gens se disent, je vais prendre un peu l'ADN de Kaamelott et puis de dupliquer, on va faire 12 épisodes de Kaamelott, et puis avec l'IA, fais-moi 12 scénarios, et puis éventuellement, on va prendre votre image, votre vidéo, puis on va... Tout est un peu ouvert. Ça vous fait peur, ça, ou pas ? Alors, moi, ça ne me fait pas peur, mais parce que je pense qu'en fait, c'est une... Il y a toute une catégorie de choses qui vont être un petit peu punies parce qu'elles étaient déjà pas chouettes avant l'IA. Combien de producteurs ou dans les chaînes, combien de fois j'ai entendu cette phrase horrible de gens qui regardent des textes comme ça et qui disent « Ouais, c'est bon, ça part au dialogue. Ouais. » C'est-à-dire, ça part au dialogue. C'est-à-dire que là, ça part au dialogue, on va dialoguer ça, mais en fait, ça compte pas plus que ça, le dialogue. Ça n'est pas plus que ça la couleur, le centre de tout ce qui va se passer, vu que c'est ce que vous allez donner aux acteurs. Sauf que les acteurs, en fait, le texte, il part chez 5 acteurs différents en disant, en attendant qu'il y en ait un qui s'est jamais fait pour eux, en fait. Donc, en fait, au bout d'un moment, à force de considérer de manière robotique des tâches qui sont si importantes que j'écris exprès pour machin, ce que vous faites, hein. Oui, je dialogue pour lui et j'aime le dialogue pour le dialogue et pas juste c'est une information qui passe après le script et le machin et le bidule. À partir du moment où on fait l'outrage de robotiser ces tâches par des humains qui eux-mêmes disent « Ouais, moi je bosse pour machin, pour telle chaîne, mais en fait je sais que c'est de la merde, mais au moins... » Ah bon, oui, du coup, ok. Les gars, les robots arrivent, les vrais. Ouais. Et ils font faire mal, eux, parce que c'est des robots à 70 cerveaux comme nous, quoi. Donc c'est compliqué. Je critique pas, évidemment, tout le monde doit bouffer, tout le monde doit faire des machins, des trucs, mais au bout d'un moment, là où on est irremplaçable, c'est pas là. C'est marrant parce que ce que vous dites, ça fait penser à Star Wars. J'ai eu l'impression que Lucas a fait Star Wars, puis en fait, après, ils ont dit, on va les dupliquer. Alors, ils n'avaient pas l'IA, ils avaient J.J. Abrams, qui est une sorte d'IA. Et finalement, effectivement, ce que vous dites, c'est un peu ça. On n'a pas attendu l'IA pour un peu dupliquer les choses, quoi. Alors oui, je le formulerai pas comme ça, non, mais c'est-à-dire que le problème, c'est que quand c'est Abrams qui a repris, et puis pour toute la suite, je ne trouve pas que ce soit... non seulement c'est pas robotique, je trouve que le problème est encore bien pire à régler, c'est que non seulement c'est pas robotique, mais c'est peut-être même encore plus humain qu'avant. Ils ont un côté plus roots, c'est peut-être même plus analogique des fois. Je ne sais même pas s'il n'y a pas un peu de péloche de temps en temps. C'est-à-dire que comme c'est des fans de Kaamelott... C'est le mot est prononcé. On fait plaisir aux fans. Oui, mais parce que je crois que c'est ce qui sort de... J.J. Abrams, c'est un mec qui a un immense talent. Et du coup, on lui donne le cadeau Star Wars dans les mains et il dit « Putain, je vais faire du Millennium Falcon rouillé, je vais faire des mecs qui vont revenir... » Et c'est vrai qu'il y a... C'est ça qu'il fallait faire, c'est ça qu'il doit faire. Et il n'y a personne de meilleur que lui pour faire ça. Le problème, c'est que à une IA, vous n'allez jamais lui dire « garde les défauts de l'auteur ». Vous n'allez jamais demander à une IA de garder une scène qui est un peu plus ratée ou un peu plus fragile. Là où on est humain, c'est qu'il va falloir commencer à penser qu'un auteur, on ne touche pas ce qu'il fait, y compris ce qui ne plaît pas, y compris ce qui est moins bien. Il faut tout garder, il faut que tout soit dedans parce que c'est un propos global. C'est pas... J'ai déjà reçu
J'ai déjà vu de la part de certaines plateformes des petits livrets où on dit attention, une bonne série ça commence comme ça. Et puis au bout de 15 minutes il se passe ça. Au bout de 15 minutes il y a ça, machin, etc. Avec exemple à la clé de choses qui ont marché, comme Breaking Bad par exemple, qui a été le modèle pendant très longtemps de la série parfaite, sachant que les mecs qui ont écrit Breaking Bad ne se sont pas posé la question de la 12e minute ou de la 17e, mais bon, ça devient un modèle. Le problème c'est que la réitération des choses, de toute façon, c'est robotique. Et c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai que c'est une règle. Donc, à un moment, il y a un truc qui serait super, c'est que l'IA et la panique qu'elle suscite, par urgence, fasse revenir les choses aux humains. Mais attention, aux humains avec les imperfections humaines. Parce que j'ai bien peur que ça devienne notre signature, l'imperfection, et que ce soit très bien. Je suis un peu plus noir que vous, moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en plus, pour moi, l'intelligence artificielle, par définition, c'est conservateur, c'est-à-dire que ça reproduit le passé, ça ne peut pas... Mais les fans, malheureusement, certains, en tout cas, je ne mets pas tous dans mes paniers, mais ont un certain conservatisme. Et on parlait de Star Wars, je me rappelle quand les derniers Jedi sont sortis de Rian Johnson, où il y avait Luke Skywalker qui balançait son sabre, le mec s'est fait défoncer par une partie des fans parce qu'ils ont dit « mais attendez, c'est pas ça ». Et donc il n'y avait pas de nouveauté possible. Est-ce que finalement le problème c'est la machine qui est conservatrice, ou est-ce que c'est les gens qui sont conservateurs, c'est qu'ils veulent voir les mêmes films indéfiniment, pour être rassurés? Ce qui est curieux, c'est que les gens qui sont le plus conservateurs avec les œuvres seraient les plus en colère contre le fait qu'elles soient faites par des IA. C'est-à-dire qu'elles réitèrent elles-mêmes les choses. Je crois qu'il y a peut-être encore, là, maintenant, un petit manque d'éducation sur ce que c'est qu'un créateur, un artiste. C'est fait pour être déconcertant, un artiste, surtout quand il est dans une saga, un machin. C'est fait pour être inattendu. C'est fait pour pas plaire, en fait, vraiment. Si jamais ça vous plaît pas tout à fait, en fait, c'est qu'il fait son travail, le gars. C'est pour ça que moi, Star Wars, je préférais que ce soit le papa de Star Wars qui me parle. George Lucas. Ah ouais, moi je préférais que ce soit lui, avec ses défauts, ses trucs, ses machins, mais au moins je sais qu'il emmène Star Wars où personne ne peut l'emmener, y compris une IA. Parce qu'il a une certaine lassitude vis-à-vis de Star Wars. Donc du coup, son suivant constituera peut-être davantage un besoin de récréation de Star Wars. Alors que J.J. Abrams, tu lui mets Star Wars, il va faire Star Wars pour Star Wars, puisqu'il ne l'a jamais fait. Il va prendre son pied à faire ça. Lucas, il a une lassitude vis-à-vis de ce qu'il a fait, puis il a des habitudes et il a des trucs où il veut passer à autre chose. Peut-être que c'est ça que je voulais voir. Moi, je voulais peut-être voir Lucas qui veut passer au Star Wars d'après. Mais ça, on ne me l'a pas donné. Puisqu'on l'a donné à des gens qui sont, encore une fois, bourrés de talent, de grands talents. Bien sûr, J.J. Abrams, c'est un grand réalisateur. Hein, bien sûr. C'est pas lui. D'ailleurs, c'est vrai, alors on peut vous aimer, on peut ne pas vous aimer, mais il y a un truc qu'on ne peut pas dire, c'est que vous êtes conservateur sur, par exemple, Camelot. Ah non, ça, quand même, faut pas m'emmerder avec ça. Voilà, ça, je pense que là, il y a une sorte de ouais. Objectivement, vous avez fait les BD, des formats différents, là, le cinéma. Donc ça, c'est... Mais vous dites qu'un artiste, finalement, c'est aussi ses défauts. C'est quoi vos défauts, en tant que réalisateur ? Je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, en fait. Mais je fabrique des choses en faisant confiance aux gens que ça rend curieux de me suivre là-dedans, y compris quand c'est inconfortable. Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que je leur en demande trop? Est-ce que c'est pas ça qu'on demande à des gens qui aiment ce que vous faites? Et au contraire, est-ce que je devrais leur resservir la même soupe tout le temps? Moi, j'aime bien les Big Mac. C'est vrai que je ne demande pas à ce qu'on change les Big Mac. C'est une question que vous posez? Ou finalement vous dites je suis comme ça? Non, parce que ce qui m'y fait répondre, c'est comment je veux vivre, moi. Et moi, je veux vivre en inventant des trucs et en ne m'ennuyant jamais. Parce que j'ai un petit fond comme ça, une petite espérance dans un fond de ma tête qui dit que si moi je m'ennuie jamais, ce sera peut-être plus difficile à appréhender ce que je présente, mais au fond, je pense que ça aura plus de valeur. Je tiens à ça. Maintenant, je me gourre peut-être, hein. Je crois pas. En tout cas, il y a suffisamment de gens qui sont d'accord avec vous pour que vous puissiez continuer. Bon. En préparant cette interview, j'ai eu une sorte d'illumination à un moment donné. Je n'avais pas vu cette analogie. Figurez-vous qu'il y a quelques temps, pour son dernier film, j'avais interviewé Quentin Dupieux. Moi. Pendant 1 heure, je discutais avec lui. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de points communs entre Quentin Dupieux et Alexandre Astier. C'est des mecs qui viennent du monde de la musique, hein, Monsieur Oiseau. Il fait ses propres montages, il s'occupe de tout. Est-ce que cette analogie fait sens? Et Bertrand Blier, il aime Bertrand Blier, vous aussi. Est-ce que ça vous parle ça? Je trouve ça extrêmement flatteur, en tout cas, vraiment. J'admire ce bonhomme pour la liberté dont
j'allais dire même pas la liberté dont il jouit, la liberté qu'il nous met dans la gueule. C'est ça. En fait, il nous dit ça à chaque fois, quoi. Il y a un côté... Puis il dit 2 fois par an. Ah ouais, je fais ce que je veux, les gars. Pas de problème, je fais ça. Et tu vois, ouais, c'est encore une fois très flatteur. J'espère que j'ai des bricoles en commun avec ce monsieur. Ok. Il y a une différence, parce que j'ai poussé ma réflexion, je me suis dit, Dupieux, je crois qu'il est... En fait, vous, il y a un côté plus populaire. Il y a un truc d'assumer le fait que c'est grand public, tout le monde aime, ou pas, mais enfin, en tout cas, ça vise à être très populaire. Dupieux, c'est sans doute moins immédiatement populaire, même si je ne dis pas qu'il n'est pas populaire. Est-ce que ce côté populaire, pour vous, c'est important? Oui. Complètement. Je veux que tout le monde puisse... En fait, je veux que tout le monde puisse regarder... Et les enfants. Je pense qu'il faut que les enfants puissent voir. Ça, c'est pas facile. Parce que les enfants, le problème, c'est comme ils n'ont pas de cynisme vis-à-vis des choses. En fait, vous voyez, par exemple, dans le public, des fois, il y a des gens, ouais, ce soir, il y a Kaamelott, je vais m'acheter du saucisson, du fromage, et puis machin, et on va regarder ça. J'ai beaucoup de tendresse pour tous les publics qui aiment Kaamelott. Voilà. Bon, moi, je bois pas d'alcool, je me charcute pas, donc je me sens un peu plus éloigné de tout ça. Mais bon, en tout cas, s'ils ont besoin de tout ça, c'est très bien. Mais de l'autre côté, il y a les enfants, des fois, qui viennent me voir. Et les enfants, quand ils viennent me voir, parce qu'ils m'ont reconnu, tout ça, machin, eux, c'est pas du tout ça, évidemment. Eux, ils s'inquiètent même pour le fond de l'histoire. Ils s'inquiètent parce qu'Arthur a pas retiré l'épée. Ils s'inquiètent parce qu'il y a du conflit, parce qu'il y a de la colère, que Lancelot devient bizarre, et que qu'est-ce qu'il va devenir. Et déjà, c'est extrêmement flatteur, parce que c'est un public qui prend en compte de manière égale toutes les couches que j'ai voulu mettre dans le truc. Et Dieu sait qu'il y en a, parce que j'ai du trait d'arc, du machin, et puis de l'idiot, mais n'empêche qu'il y a tout. Et en plus de ça, ils sont positifs et ils gardent une naïveté, ils gardent un premier degré vis-à-vis de tout ce qui se passe. Et pour moi, c'est le public rêvé, parce que je suis comme ça, parce que j'écris comme un gamin. Et si j'ai des gamins en face... Ça veut dire quoi, écrire comme un gamin ? En étant volontairement naïf sur les valeurs simples que vous avez quand vous êtes enfant, c'est-à-dire le découragement, le courage, la quête, et puis les conneries, parce que ce serait débile de dire que la comédie appartient à un monde adulte, les conneries, c'est les conneries d'enfants aussi. Mais j'ai un fond de moi qui est candide, j'y tiens beaucoup, et même je pense que quelque part, je vends, pardon pour le terme, mais je vends la plausibilité d'une candeur. Je voudrais qu'on me suive je voudrais inspirer les gens à me suivre dans cette candeur sans cynisme. Ok. Il y a une chose que vous avez dite dans une de vos interviews, je suis désolé parce que j'arrive plus à... J'en ai une listée, puis je ne sais plus laquelle c'est. J'aurais dû avoir... des conneries, j'en dis, hein, si vous avez tout noté... J'aurais dû programmer en Python tous vos interviews. Oui, faites-vous aider. Mais en tout cas, il y a un truc que j'ai remarqué dans les commentaires internet, ça c'est souvent, on dit Alexandre Astier, il a confiance en lui, tout ça. Bon, en vérité, sans doute, un minimum, mais j'ai lu que la veille de l'exoconférence, vous demandiez... ok les gars, ça coûte combien si on annule tout? Parce que vous flippiez, quoi. Dans quelle mesure vous faites un lien entre le doute et la créativité? C'est très simple, je pense que le doute, ça fait partie du spectacle. Je pense que les gens doivent savoir qu'un artiste doute. Je pense qu'ils doivent savoir que c'est dur, ils doivent savoir qu'on n'est pas sûr de les mériter. C'est important qu'ils sachent ça. Et quand on parle de l'IA, voilà quelque chose qu'une IA ne vous proposera jamais. Je ne suis pas une IA parce que je flippe, parce que je pense que je ne vous suffis pas. Vous ne renvoyez pas cette image? Vous renvoyez une grande confiance en vous? C'est une erreur. Ouais. C'est pas vrai. Le truc, c'est que par contre, je ne suis pas sensible aux conneries, j'ai pas envie qu'on m'explique quoi faire. Effectivement, je suis autoritaire sur ce que je fais. Je veux le faire comme je veux. Mais je ne veux pas le faire comme je veux parce que j'ai l'impression de savoir le faire du mieux que je peux. Je sais que je vends mes réussites et mes loupés. Il faut que ça contienne tout parce que c'est ça une œuvre. Et même dans les œuvres que tout le monde adore, chez les autres, chez les grands, chez les machins, en fait, sans le savoir, ce qu'on achète, ce à quoi on adhère, c'est la proposition totale de quelqu'un qui a fourni quelque chose avec les blancs et les noirs, les bas et les hauts. Ça, c'est typiquement humain. Et ça, ça ne s'imite pas par une IA. Et ça, c'est
une forme de respect du public que de dire, je pense que vous êtes capable de vous farcir les choses que j'ai loupées, mais que j'ai mises honnêtement dans ce que vous allez voir. Je ne voulais pas couper, je ne voulais pas enlever, je ne vous ai pas épargné un truc. Ouais, peut-être que ça marche moins bien, ouais, peut-être que c'est un peu long sur ce truc-là, mais n'empêche que si c'est là, c'est pour quelque chose. Donc, ce sera un petit poil long. Et, soyez avec moi, venez avec moi, vous allez voir. En fait, c'est un poil long, mais c'est pas vide non plus, donc faisons-le. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire et que vous aimeriez apprendre? Du domaine du cinéma? Ouais. Alors, j'apprends toujours, tout le temps, pardon, c'est un peu bateau, mais c'est vrai, il n'y a qu'une histoire de progression dans tous les stades. Hein. Si je veux être très technique, je ne me suis jamais senti aussi bien qu'avec une monocaméra. C'est-à-dire? Avec une caméra pour filmer les choses. D'accord, filmer les scènes avec plusieurs caméras, oui, c'est compliqué. Oui, j'y perds toujours quelque chose. Bon, je pense que tout le monde y perd toujours un petit peu un truc, ne serait-ce que parce que vous ne pouvez pas correctement éclairer 360 degrés de choses, parce que vous avez une chance de filmer une autre caméra quand vous êtes à une, mais en plus, moi, je fais de la... avec une caméra, j'arrive à avoir des réflexes un peu de photographe, de composition, de trucs. Avec deux, déjà, je l'ai tellement fait à l'époque de Kaamelott court, parce que pour gagner du temps, on bombardait comme ça les dialogues. Et cette contrainte, je l'ai toujours considérée comme une contrainte, alors que je pense que si j'avais plus de technique de réalisateur, j'arriverais à en faire quelque chose de plus inventif. J'utilise encore des fois déjà 2, 3, 4 caméras, même 5 ou 6 quand il y a un truc un peu action et qu'on veut le répéter, mais ça comme tout le monde. Mais je me trouve moins... j'ai une inventivité divisée par 100 000 quand j'ai plusieurs caméras, et ça j'aimerais un petit peu plus savoir le faire. Mais ça se travaille, c'est comme tout. On arrive au terme de notre discussion. Je vous prends 2 minutes pour lister des questions, ça va être plus rapide. Parce que je tenais à vous parler de 2-3 trucs que j'ai pas réussi à foutre dans mon interview. Ouais. Vous aimez De Funès, on le sait. Kaamelott est d'ailleurs dédié à De Funès, mais j'ai lu que vous n'aimez pas forcément Rabbi Jacob. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas forcément, non. Pour moi, c'est le meilleur De Funès, Rabbi Jacob. Je trouve pas. Déjà, je trouve qu'il est fait à une époque qui me fait un petit peu moins rêver, d'un point de vue de l'image, des décors, de Paris, à quoi ça ressemble. Je trouve qu'on est dans une époque un poil plus moderne. Je trouve que c'est pas aussi bien dialogué que... Je trouve qu'on n'est pas au niveau, pour moi, de la folie des grandeurs, de choses comme ça qui sont, je sais pas, qui donnent de l'ampleur à De Funès. Qui ont inspiré Kaamelott? Oui, absolument, oui. Non, mais je vénère tout ce dans quoi De Funès est apparu. Mais de temps en temps, je trouve qu'il est dans des films qui ne sont pas à sa hauteur, voilà. J'ai entendu dire qu'après Kaamelott, vous envisagez de lancer une autre série, science-fiction? Oui, j'aimerais bien. Elle s'appelle Base 4. J'espère qu'un jour elle verra le jour. Mais ça demande beaucoup de travail parce que c'est très compliqué à écrire. Je voudrais que ce soit simple à voir. Alors pour que ce soit simple à voir, il faut que ce soit compliqué à écrire. La science-fiction? C'est une dystopie, c'est un monde un peu comme le nôtre, mais qui n'a pas emprunté la même arborescence technologique. Donc il nous mène à autre chose. Ok. Une question qui n'est pas forcément agréable et vous ne pouvez pas y répondre, mais je suis journaliste, alors je vous la pose. Votre film David et Madame Hansen, compliqué, manifestement, distribué de manière peu de salles, 100 000 spectateurs. Vous le proposez à Delon 2 semaines avant le tournage, il vous lâche. Avec le recul, comment vous l'avez vécu? Comme moi j'ai eu peur, je me suis trouvé malmené. Je trouvais que pour mon premier film, on aurait pu m'épargner un peu ça. Delon, il ne fallait pas qu'il se tire. Enfin, il fallait soit qu'il me dise non tout de suite, mais là, qu'il se tire, parce qu'il a découvert que j'étais monteur. Voilà, il s'est tiré pour ça. Ah bon? Oui. C'est bizarre. Et en fait, 2 semaines avant, il m'a dit soit il monte et il joue pas, soit il joue et il monte pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Il a eu peur que je me monte trop moi-même. Ah. Mais là, on parle d'une école un peu à l'ancienne où chacun avait son nombre de plans avec sa gueule en mais ça m'intéressait absolument pas. Mais voilà, j'ai dit non parce que je trouvais que voilà, mais ce qui me reste de tout ça maintenant, c'est que je trouve que c'était pas gentil. C'est pas gentil de faire ça avec un mec qui fait son premier long. Faut pas faire ça, c'est pas bien. J'ai rien fait. Moi, je veux dire, je lui ai écrit le meilleur truc qu'il peut. Il m'a dit oui en 24 heures. Ça veut dire qu'il avait envie. Faut pas me mettre ça dans la gueule derrière, quoi. C'est pas cool. Dernière question, logique, la mort. Je crois que vous vouliez écrire un spectacle sur la mort, finalement vous avez renoncé. Oui, ça m'intéresse quand même. Mais enfin, qui ça n'intéresse pas, la mort? Bah oui, moi ça me passionne la mort. Bah oui. Est-ce qu'on peut imaginer un jour vous écrivez sur la mort Oui, j'aimerais bien. Mais en fait, j'aimerais bien parce que ça me propose de faire un parcours de recherche avec des gens qui connaissent la mort. Vous avez envie de mourir pour écrire sur la mort? Bon, bah ça, je me l'autoriserai pas. Mais est-ce qu'on peut parler à des gens qui sont un peu morts ou qui, d'une manière ou d'une autre, ont approché, je ne parle pas des superstitieux, je ne parle pas de ceux qui inventent après la mort, non.
Je parle du peu qu'on en connaît. Il y a une espèce de barrière quelque part là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis un doigt, un pied, un œil, une oreille? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si un jour je fais ce parcours-là, ma première passion, mon premier plaisir, ce sera d'essayer de trouver des gens qui peuvent m'en parler. Merci beaucoup. Merci. Pour tout le temps que vous m'avez consacré. Avec plaisir.